Lors de la fête d'anniversaire de mariage de mes parents, ma sœur a dit d'une voix forte, « Pourrais-tu sortir du cadre ?» C'est une photo de famille. Mes parents ont hoché la tête en signe d'accord et mon frère cadet a ricané. Je suis doucement sorti du cadre et je suis parti. 30 minutes plus tard, mon cousin m'a envoyé un message, « Ma famille se dispute très fort. » Que as-tu fait? J'ai juste souri. Debout sur la pelouse entretenue du domaine que j'ai secrètement financé, j'ai enfin réalisé que mon existence entière n'était qu'une transaction. Je m'appelle Camille et, à 29 ans, j'ai découvert que ma loyauté était une monnaie que ma famille avait complètement dévaluée. Le cauchemar a commencé plus tôt cet après-midi-là, lors de la fête du 35e anniversaire de mariage de mes parents dans notre vaste ferme équestre à Chantilly. Ma sœur aînée était spectaculaire dans une robe en soie sur mesure qui contrastait fortement avec mon blazer bleu marine froissé, car je venais de passer 6 heures exténuantes à me battre avec des agents des douanes pour faire libérer notre cargaison. Le photographe nous a installés contre les barrières blanches de l'écurie pour le portrait officiel pendant que les invités regardaient depuis la terrasse. Je suis entré dans le cadre à côté de mes parents, espérant un moment d'unité après avoir sauvé l'entreprise une fois de plus, mais l'atmosphère a changé instantanément. Ma sœur s'est tournée vers moi avec un sourire froid et a parlé assez fort pour que chaque invité fortuné puisse l'entendre. « Camille, pourrais-tu s'il te plaît sortir du cadre parce que ta tenue gâche l'esthétique ?» C'est une photo de famille pour les pages mondaines et ce n'est vraiment pas la place pour le personnel de bureau. J'ai regardé mes parents pour obtenir du soutien, mais ils ont simplement hoché la tête en signe d'accord, tandis que mon frère cadet laissait échapper un ricanement d'amusement depuis le coin. Je n'ai pas fait de scène et je n'ai pas supplié pour ma place dans une famille qui me considérait clairement comme une étrangère. Je suis simplement sorti du cadre sans un mot et j'ai marché droit vers le stand du valet, les laissant à leur parfait mensonge. Avant de vous raconter comment j'ai mis à genoux une dynastie riche sans dire un seul mot, s'il vous plaît, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà été traité comme un étranger dans votre propre maison. La lourde porte de ma berline s'est refermée brusquement et a instantanément rompu la connexion entre moi et la musique de jazz flottant du jardin. Je suis resté assise là pendant un long moment, les mains agrippées au volant en cuir, tandis que le moteur vrombissait sous moi. Cette voiture était la seule chose que je possédais que j'avais payée entièrement avec mon propre salaire, contrairement aux voitures de luxe louées que mes parents conduisaient pour maintenir leurs apparences fragiles. J'ai fermé les yeux et je me suis autorisé à me souvenir de la réalité épuisante des 5 dernières années, où j'avais discrètement injecté chaque euro superflu de mon salaire d'agent de conformité dans l'entreprise de logistique familiale, Vallée Logistique Internationale. Pour la maintenir à flot. J'avais risqué ma réputation professionnelle pour obtenir des prêts auxquels il n'était pas éligible, et j'avais passé d'innombrables nuits à équilibrer des comptes qui perdaient de l'argent en raison de leur pure incompétence. Ils croyaient que l'entreprise prospérait grâce à leur direction, mais en réalité, elle ne survivait que parce que je refusais de la laisser échouer. Cet air de loyauté aveugle s'est terminé ce soir. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et j'ai composé le numéro du service de traiteur haut de gamme gérant la fête d'anniversaire. Le propriétaire a répondu à la deuxième sonnerie, s'attendant à un complément sur les amuse-bouches, mais je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse parler pour m'assurer qu'il comprenait la gravité de la situation. J'ai gardé une voix calme et professionnelle en transmettant l'instruction qui humilierait ma famille devant leurs invités d'élite. Je suis Camille Vallet, titulaire de la carte Platinum se terminant par 8890. Je souhaite signaler la transaction en cours au domaine Vallet comme non autorisée. Arrêtez de débiter la carte et révoquez tous les services immédiatement. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil, suivi du bruit frénétique de papier remué alors que le propriétaire essayait de traiter ce que je venais d'ordonner. J'ai précisé que j'étais la seule propriétaire du compte et que tout frais supplémentaire serait contesté comme une fraude, ce qui l'obligeait légalement à arrêter de servir immédiatement. Il a bégayé des excuses nerveuses et a promis d'alerter son directeur de salle tout de suite pour interrompre les opérations. J'ai raccroché le téléphone sans attendre sa confirmation car je savais que la loi était de mon côté et que les conséquences seraient immédiates. L'étape suivante exigeait une précision chirurgicale car je savais que mes parents avaient accès à mon compte courant secondaire pour ce qu'ils appelaient les « dépenses domestiques d'urgence ». J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé la reconnaissance faciale me connecter au tableau de bord où les chiffres me fixaient. J'ai initié un transfert de chaque centime de mes comptes d'épargne et de chèques vers un compte fiduciaire à haut rendement que j'avais ouvert la semaine dernière sous une entité distincte. Mes doigts bougeaient sur l'écran avec une vitesse exercée alors que je vidais les liquidités qui avaient financé leurs adhésions au club privé et leur garde-robe de créateurs pendant bien trop longtemps.
L'écran a affiché une coche de confirmation verte indiquant que le transfert était terminé et que le filet de sécurité de la famille Vallée avait officiellement disparu. J'ai ressenti un froid sentiment de satisfaction en regardant le solde du compte partagé tomber à 0 €, ce qui signifiait que leurs cartes seraient refusées la prochaine fois qu'ils essaieraient de les utiliser. Une bannière de notification est apparue en haut de mon écran juste au moment où je passais la voiture en position de conduite pour quitter la propriété. C'était un message de mon cousin Jérémy, qui était l'un des rares parents que je tolérais réellement parce qu'il voyait clair à travers la façade familiale. Le texte était court, mais il confirmait que mes instructions au traiteur avaient été exécutées avec une efficacité brutale. Il a écrit que les barman venaient d'arrêter de servir des boissons et que les serveurs commençaient à débarrasser les tables du buffet tandis que les invités regardaient autour d'eux avec confusion. La musique s'était arrêtée brusquement et l'atmosphère passait de la célébration à la panique alors que le personnel commençait à remballer son équipement. Je ne lui ai pas répondu car je ne voulais pas laisser de traces numériques de ma satisfaction ou donner à quiconque une raison de m'accuser de jubiler. Je me suis engagé sur l'autoroute quittant Chantilly et j'ai regardé les lumières du domaine s'estomper dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elles soient englouties par l'obscurité. Une étrange sensation m'a envahi, qui semblait inhabituelle au début, jusqu'à ce que je réalise qu'il s'agissait d'un soulagement sincère. Pour la première fois en 10 ans, je ne conduisais pas vers une crise que je devais régler ou un désordre que je devais nettoyer pour des gens qui me méprisaient. Je conduisais vers un avenir où mon travail acharné bénéficierait enfin à la personne qui l'avait réellement mérité, sans être drainé par des parasites. Le pont était brûlé, et je n'avais aucune intention de faire demi-tour pour éteindre le feu. J'ai monté le son de la radio et j'ai laissé la musique étouffer les voix fantômes de ma famille alors que je fonçais vers la liberté. La pendule a sonné 20h30, ce qui aurait dû être le moment de la découpe du gâteau de célébration, mais au domaine Vallée, cela marquait l'arrivée d'un désastre financier. L'orchestre de jazz s'est tu brusquement parce que le directeur principal du traiteur leur a fait signe d'arrêter de jouer immédiatement. Le silence soudain qui est descendu sur le jardin entretenu était lourd et inconfortable. Alors que les invités regardaient autour d'eux avec confusion tout en tenant leur verre vide, le directeur du traiteur est passé devant les serveurs confus et s'est approché de la table d'honneur où mon père, Robert, tenait salon avec un groupe d'investisseurs potentiels. Robert a regardé l'interruption avec le dédain arrogant qu'il réservait au personnel de service et a exigé de savoir pourquoi le divertissement avait cessé sans sa permission. Le directeur n'a pas bronché sous le regard de mon père alors qu'il posait un terminal de carte de crédit portable sur la nappe en lin blanc. Il a parlé assez fort pour que les tables environnantes entendent que la carte principale enregistrée avait été refusée pour le solde restant de 23 000 €. Robert a ri nerveusement et a essayé de balayer la situation d'un revers de main comme s'il s'agissait d'un malentendu insignifiant. Il s'est adossé dans sa chaise et a dit au directeur qu'il devait y avoir un problème technique dans leur petite machine bon marché, car un valet n'avait jamais de problème avec les limites de crédit. Il a ordonné à l'homme de passer la carte à nouveau et d'arrêter de s'embarrasser avant de perdre son contrat avec notre entreprise. Le directeur a maintenu sa position et a expliqué qu'ils avaient tenté de traiter le paiement à 3 reprises en utilisant différents terminaux et que le résultat était identique à chaque fois. Il a insisté sur le fait qu'à moins que le solde ne soit réglé immédiatement en espèces ou par un virement bancaire vérifié, le personnel commencerait à remballer la nourriture et à quitter les lieux. La couleur a commencé à quitter le visage de Robert alors qu'il réalisait que ses fanfaronnades ne fonctionnaient pas sur un homme qui voulait simplement être payé pour ses services. Ma mère, Linda, sentant la tension monter et les regards errants de leurs invités fortunés, a attrapé son sac à main de créateur sur le sol. Elle a souri de manière forcée aux personnes qui les regardaient pendant qu'elle fouillait frénétiquement dans le contenu de son sac pour trouver un moyen de paiement alternatif. Elle a sorti un portefeuille noir élégant et a récupéré 3 cartes de crédit différentes qu'elle transportait pour les urgences et les apparitions prestigieuses. Elle les a remises au directeur une par une avec une main tremblante tout en maintenant une façade de désagrément agacé. Le directeur a passé la première carte et la machine a émis un son de rejet strident qui a résonné dans le jardin calme. Il a passé la deuxième carte puis la troisième carte, mais chaque tentative a abouti au même voyant d'erreur rouge clignotant sur le petit écran. Linda ne réalisait pas que chaque carte qu'elle possédait était une carte d'utilisateur supplémentaire rattachée au compte d'entreprise principal que j'avais gelé à peine 30 minutes auparavant. Le directeur a finalement perdu sa patience professionnelle après le troisième refus et a regardé directement mes parents, qui se recroquevillaillaient maintenant sur leur siège. Il a élevé la voix pour s'assurer que tout le monde aux alentours comprenne exactement pourquoi la fête se terminait prématurément. « Monsieur Robert, le système indique que la carte est verrouillée parce que le propriétaire a signalé un vol. Si le paiement n'est pas effectué immédiatement, je devrais appeler la police pour vol de service. »
Le fiancé de ma sœur, Pierre-Antoine, se tenait près du bord de la terrasse, tenant une coupe de champagne qui lui a soudainement semblé très lourde. C'était un homme d'affaires avisé à qui l'on avait fait croire qu'il se mariait dans une dynastie d'une richesse et d'une influence immense. Il a regardé son futur beau-père devenir cramoisi alors qu'il était menacé d'une intervention policière pour une facture de traiteur. Il a vu la panique dans les yeux de Linda alors qu'elle vidait le contenu de son sac sur la table dans une recherche désespérée d'argent liquide qui n'existait pas. Pour la première fois depuis qu'il avait rencontré la famille Vallet, l'illusion de leur grandeur s'est fissurée pour révéler l'instabilité chaotique sous-jacente. Ma sœur Clarisse a vu le changement dans l'expression de Pierre-Antoine et s'est immédiatement précipitée vers lui saisissant le bras avec une prise trop serrée pour être naturelle. Elle a essayé de dédramatiser en chuchotant qu'il ne s'agissait que d'une erreur administrative ridicule causée par le personnel incompétent de la banque. Elle a insisté sur le fait que son père ferait licencier le directeur de la banque le lendemain matin pour cette humiliation et a tenté de ramener Pierre-Antoine vers la piste de danse. Pierre-Antoine a doucement mais fermement retiré sa main de son bras et a fait un pas délibéré en arrière pour créer une distance physique entre lui et le drame. Il lui a dit calmement que les banques ne refusaient pas plusieurs cartes pour vol à moins que le titulaire du compte ne les déclenchait, puis il s'est détourné pour vérifier son téléphone. L'humiliation était absolue alors que le personnel du traiteur commençait à retirer les nappes alors que les invités se trouvaient encore autour d'eux. Les participants fortunés échangeaient des murmures et des regards compatissants teintés de jugement alors qu'ils commençaient à se diriger vers la sortie. Ils n'ont pas dit au revoir aux hôtes, mais se sont simplement précipités vers leur voiture pour échapper à la gêne d'un événement social raté. En 20 minutes, le jardin était vide à l'exception des piles de vaisselle sale et de mes parents debout au milieu des débris de leur réputation. Le lendemain matin, je me suis rendu au siège de Vallet Logistique International plutôt que d'habitude, non pas pour travailler, mais pour mettre un terme définitif à ma carrière là-bas. Le parking était vide, à l'exception de l'agent de sécurité qui m'a salué avec un sourire qui, je le savais, disparaîtrait une fois que le chaos commencerait. J'ai franchi les portes vitrées pour entrer dans le silence du bâtiment que j'avais modernisé seul au cours de la dernière demi-décennie. Je suis allé directement à mon bureau d'angle et j'ai commencé à placer silencieusement mes effets personnels dans une boîte en carton, y compris les certifications de transport et cas encadrés qui permettaient légalement à cette entreprise d'opérer au-delà des frontières internationales. Ce n'était pas de simples décorations sur le mur, mais des licences fédérales délivrées spécifiquement à mon nom en tant qu'agent de conformité certifié pour le transport de bétail. Sans mon nom attaché au bâtiment, l'opération entière n'était rien de plus qu'une entreprise de camionnage glorifiée sans aucune autorité pour déplacer des chevaux de race. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour la dernière fois et j'ai rédigé un courrier électronique prioritaire destiné à nos partenaires d'expédition internationaux et à chaque employé clé du bâtiment. L'objet était clair et professionnel pour s'assurer qu'il soit ouvert immédiatement par quiconque accordait de la valeur à son emploi. Le corps du message déclarait clairement que je démissionnais avec effet immédiat et que je révoquais ma responsabilité pour toutes les expéditions en attente. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai regardé la barre de progression terminer l'action qui romprait mes liens juridiques avec le désastre que ma famille s'apprêtait à créer. J'ai ressenti un étrange sentiment de finalité en fermant l'ordinateur portable et en le posant sur le bureau, qui était désormais dépouillé de toute touche personnelle. Robert a fait irruption dans la pièce avec un visage rouge sous l'effet d'un mélange de gueule de bois et de rage résiduelle suite à la fête d'anniversaire humiliée. Il a marché vers mon bureau, le doigt pointé en l'air, prêt à se lancer dans une tirade sur mon manque de respect et les cartes de crédit gelées. Il s'est arrêté net en voyant la boîte en carton sur mon bureau et les murs nus où mes diplômes étaient accrochés. Il a cligné des yeux avec confusion comme s'il ne pouvait pas concevoir l'idée que je partais réellement au lieu d'attendre son pardon. Il a ouvert la bouche pour exiger une explication, mais le bruit de pas lourds courant dans le couloir l'a interrompu avant qu'il ne puisse parler. Le directeur des opérations est entré précipitamment dans mon bureau sans frapper, et il semblait au bord d'une dépression nerveuse. Il tenait une tablette qui affichait des notifications rouges urgentes et il n'a même pas remarqué la présence de mon père au début. Il s'est précipité au bord de mon bureau et a expliqué frénétiquement que les autorités portuaires du Havre venaient de bloquer nos conteneurs du matin. Il s'agissait d'unités climatisées transportant des chevaux arabes de prix valant des millions d'euros, et ils étaient actuellement sur le tarmac sous un soleil de plomb. Monsieur Robert, l'expédition pour Dubaï est retenue au port. Le système exige un mot de passe d'administrateur de niveau 5 pour déverrouiller les formulaires de douane, sinon nous aurons une amende de 46 000 € par jour. Robert a pâli alors que la réalité de la situation s'écrasait contre son arrogance comme un train de marchandises. Il m'a bousculé et a frappé ses doigts sur mon clavier avec l'assurance d'un homme qui croyait que le fait d'être le propriétaire signifiait qu'il comprenait la machine.
Il a fixé l'écran de connexion qui exigeait une clé de chiffrement de 64 caractères que je générais à nouveau chaque semaine. Il a essayé de taper son propre nom, puis il a essayé le mot de passe générique de l'entreprise, mais l'écran a simplement tremblé et est resté verrouillé. Il a regardé le directeur des opérations avec un mélange de peur et de confusion car il a réalisé qu'il ne connaissait même pas le nom du logiciel, encore moins le code pour le contourner. Le téléphone du bureau a commencé à sonner avec une tonalité stridente qui signalait un appel international d'un client très en colère. Puis la ligne fixe sur le bureau du directeur a commencé à sonner, et en quelques secondes, tout l'étage résonnait du son des plaintes entrantes. Robert m'a regardé avec des yeux désespérés et m'a supplié silencieusement de me rasseoir et de régler le désordre avec mes doigts magiques. J'ai simplement ramassé ma boîte d'effets personnels et je suis passé devant eux sans offrir un seul mot de conseil ou une once de pitié. Je suis sorti du bureau et j'ai marché dans le couloir tandis que la cacophonie des téléphones qui sonnaient et des voix qui criaient s'estompait derrière moi. En fin d'après-midi, j'étais assise dans un coin tranquille d'un café, examinant les clauses de résiliation de mon contrat de travail, quand mon téléphone a commencé à vibrer violemment contre la table en bois. J'ai retourné l'écran pour voir une cascade de notifications d'Instagram et de Facebook où Clarisse m'avait identifié dans une diffusion vidéo en direct. J'ai branché mes écouteurs et j'ai regardé alors qu'elle était assise dans son dressing, avec du mascara waterproof parfaitement appliqué coulant sur ses joues. Elle racontait à ses milliers d'abonnés que j'avais fait une grave dépression nerveuse causée par la jalousie et que j'avais vidé les comptes de l'entreprise avant de disparaître. Elle affirmait que nos parents âgés se retrouvaient maintenant sans rien pour payer leurs factures médicales parce que j'avais volé leur fonds de retraite pour financer une vie secrète. La performance était théâtrale, et elle marquait des pauses dramatiques pour essuyer ses larmes tout en créant un récit qui me dépeignait comme une méchante qui détestait sa propre chair et son propre sang. La section des commentaires se remplissait rapidement de messages de soutien pour elle, et d'une haine vitriolique dirigée contre moi de la part de personnes qui ne m'avaient jamais rencontré. Des amis communs et même certains membres de notre famille élargie laissaient des émoticônes de cœur et m'appelaient « monstre » pour avoir abandonné les personnes qui m'avaient élevé. J'ai ressenti une vague de nausée monter dans ma gorge en la regardant sangloter devant la caméra tout en portant un collier de diamants dont je savais pertinemment qu'il avait été acheté avec la carte de crédit de l'entreprise. Je n'ai pas écrit de réfutation ni interagi avec les provocateurs parce que je savais que se disputer avec une menteuse en public ne faisait que lui donner plus de contenu à manipuler. J'ai fermé l'application et j'ai immédiatement composé le numéro de la seule personne qui avait besoin de voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. J'ai envoyé un message au fiancé de Clarisse, Pierre-Antoine, lui demandant de me rencontrer au bureau de mon avocat s'il voulait savoir où son argent d'investissement était réellement passé. J'ai organisé la rencontre au bureau de mon avocat personnel en centre-ville parce que je voulais qu'il y ait des témoins de notre conversation et un environnement neutre. Il est arrivé avec 20 minutes de retard, l'air épuisé et méfiant, comme s'il s'attendait à ce que je me lance dans une dispute hurlante similaire à celle dont il avait été témoin lors de la fête. Je ne lui ai pas proposé de café ni fait de petites conversations, mais j'ai plutôt fait glisser un lourd classeur noir sur la table de conférence en acajou poli. À l'intérieur se trouvaient 5 années de relevés bancaires certifiés qui détaillaient exactement d'où venait chaque euro de la fortune de la famille Vallée et où il était allé. J'ai ouvert le dossier à la section intitulée « Dépenses personnelles de Clarisse » et j'ai regardé ses yeux s'écarquiller en voyant les lignes d'encre rouge qui représentaient les habitudes de consommation de ma sœur. Il a commencé à feuilleter les pages et sa confusion s'est transformée en horreur lorsqu'il a réalisé que l'entreprise de décoration d'intérieur prospère que Clarisse prétendait diriger n'était en réalité qu'une entité fictive entièrement financée par mon salaire et des prêts contractés en son nom. À lui. J'ai pointé du doigt une série spécifique de transactions du mois dernier totalisant près de 46 000 € qu'elle avait présentées comme des dons à un orphelinat en Europe. Les codes bancaires indiquaient clairement des boutiques de luxe et des hôtels 5 étoiles plutôt qu'une organisation caritative. Je me suis penché en avant et j'ai tapé mon doigt sur l'entrée surlignée pour m'assurer qu'il comprenait l'ampleur de sa tromperie. Regardez attentivement cette dépense. L'argent que Clarisse disait être pour la charité était en fait des factures de shopping à Milan et à Paris, sous votre nom. Pierre-Antoine a fixé le document pendant un long moment alors que la couleur quittait son visage, le laissant pâle et mal en point. Il a retracé les dates des transactions et a réalisé qu'elles coïncidaient parfaitement avec les voyages humanitaires qu'elle avait fait avec ses amis pendant qu'il travaillait. Il avait cru épouser une philanthrope au cœur tendre, mais les preuves écrites prouvaient qu'il était fiancé à une menteuse pathologique qui utilisait sa solvabilité comme une tirelire personnelle. Le silence dans la pièce était lourd du poids de ses illusions brisées alors qu'il assimilait le fait que sa future épouse était une fraudeuse. Il a levé les yeux vers moi avec des yeux qui n'étaient plus suspects, mais remplis d'un profond sentiment de trahison. Il n'a pas crié et n'a pas nié les preuves,
mais a simplement fermé le classeur avec un bruit sourd qui ressemblait à un coup de marteau dans une salle d'audience. Il m'a demandé d'une voix calme s'il pouvait emporter le dossier pour vérifier les numéros de compte avec son propre comptable judiciaire. J'ai hoché la tête en signe d'autorisation car je savais qu'une fois qu'il tirerait ce fil, toute la tapisserie de mensonges que Clarisse avait tissée s'effilocherait complètement. Il s'est levé et a quitté le bureau sans dire au revoir, mais j'ai remarqué qu'il marchait avec la lourdeur d'un homme qui venait de perdre son avenir. C'était la première fissure dans l'image parfaite que Clarisse s'était construite, et je savais que ce ne serait pas la dernière. 2 jours après mon départ, le vernis brillant de la famille Vallée a commencé à s'écailler rapidement sans mon flux de trésorerie et ma gestion pour maintenir l'ensemble. Le premier signe de leur nouvelle réalité les a frappés lorsque la climatisation de la salle à manger principale a bafouillé et s'est arrêtée pendant le service du petit déjeuner. J'avais annulé les paiements automatiques pour l'électricité et l'eau qui étaient enregistrés à mon nom pour protéger ma cote de crédit de leur négligence. Mes parents se sont retrouvés assis dans une maison silencieuse qui chauffait rapidement sous le soleil tandis que le système de sécurité émettait un avertissement de batterie faible. Ils ont essayé d'appeler la compagnie de service public pour exiger une explication, mais on leur a répondu que le compte avait été fermé par le titulaire principal et qu'un nouveau dépôt de 4 600 € était requis pour rétablir le service. Mon frère Tristan a ressenti le poids de la pauvreté plus rapidement que quiconque parce que son allocation s'était évaporée au moment où j'avais gelé les comptes. Il était déjà lourdement endetté auprès de personnes dangereuses à cause de ses habitudes de jeu, et sans mon argent occulte, il est devenu désespéré. Il s'est rendu au bureau de logistique tard dans la nuit et a commencé à charger des ordinateurs et des imprimantes haut de gamme à l'arrière de son camion pour les vendre dans un mont-de-piété. Il n'a pas réalisé que j'avais installé des capteurs de mouvement silencieux qui ont alerté la police locale immédiatement au lieu d'envoyer une notification sur le téléphone de mon père. Il a réussi à s'échapper avant l'arrivée des patrouilles, mais il a laissé derrière lui des images de vidéosurveillance qui finiraient par causer sa perte lorsque la police a examiné les enregistrements. L'effondrement administratif s'est poursuivi lorsqu'une lettre recommandée de la Direction générale des finances publiques est arrivée à la réception de l'entreprise le lendemain matin. Il s'agissait d'une notification d'un audit immédiat sur le terrain déclenché par les rapports financiers irréguliers que mon père avait tenté de soumettre après que je l'ai bloqué du système principal. Il avait essayé de manipuler les chiffres pour cacher les pertes liées à l'expédition ratée de Dubaï, mais sa comptabilité d'amateur a immédiatement alerté les autorités. La lettre indiquait que des agents du fisc arriveraient sous 48 heures pour saisir les registres physiques et interroger les dirigeants de l'entreprise concernant des soupçons de fraude fiscale. Mon père a fixé le document avec des mains tremblantes parce qu'il savait que sans moi pour expliquer les déductions, il risquait la prison. Le chaos a atteint son paroxysme lorsqu'une berline sombre s'est garée devant les grilles du domaine et que 2 hommes en costume ont remonté l'allée. Ma mère Linda regardait par la fenêtre et elle a réalisé trop tard qu'il ne s'agissait pas d'invités mais d'huissiers de justice de la banque détenant l'hypothèque. Elle a regardé avec horreur alors qu'il scotchait un avis de saisie orange vive directement sur la porte d'entrée en acajou parce que les paiements avaient 3 mois de retard sans mes transferts cachés. Elle a saisi son téléphone et a appelé mon père en panique, les mains tremblant tellement qu'elle a failli faire tomber l'appareil. « Robert, il y a des hommes de la banque qui scotchent un avis de saisie sur la porte d'entrée en ce moment même. Ils disent que nous avons violé les conditions de l'hypothèque et que nous devons évacuer. Tu dois rentrer immédiatement. » Le coup final est venu sous la forme d'une livraison par coursier de mon avocat personnel, remise directement à ma mère alors qu'elle pleurait encore sur le perron. Il s'agissait d'un préavis formel de 30 jours pour évacuer la propriété, basé sur le fait que le titre de propriété du domaine était légalement à mon nom. J'avais racheté la maison il y a 5 ans pour les sauver de la faillite et je les avais autorisés à y vivre gratuitement en tant que locataires précaires. Cet accord était désormais résilié en raison de leur comportement hostile et ils faisaient face à l'itinérance en plus des poursuites judiciaires. Le coursier n'a manifesté aucune sympathie alors qu'il prenait une photo de la livraison pour prouver qu'ils avaient été signifiés. La réalité de leur situation s'est imposée alors que la nuit tombait sur le manoir, qui était désormais plongé dans l'obscurité totale sans électricité. Ils se sont assis dans le salon à la lumière des bougies, réalisant qu'ils ne pouvaient pas survivre une seule semaine sans le parapluie financier que j'avais fourni pendant une décennie. Ma sœur Clarisse a refusé d'accepter la défaite et a plutôt élaboré un plan pour me manipuler une dernière fois en utilisant leur plus grande arme contre moi. Elle a convaincu nos parents de mettre en scène une intervention où ils s'excuseraient pour tout et me supplieraient de leur pardonner pour m'attirer de nouveau dans leur filet. Ce n'était pas une tentative sincère de réconciliation, mais un piège émotionnel calculé conçu pour obtenir ma signature sur une garantie de prêt. Elle croyait que s'il pleurait assez fort, j'oublierais l'humiliation et engagerais de nouveau ma vie pour sauver l'image de la famille. Le vendredi soir,
Je suis retourné au domaine familial sombre, non pas pour offrir une trêve, mais pour assister au dernier acte de leur performance désespérée. Je suis entré dans le salon caverneux qui n'était éclairé que par la lumière vacillante de bougies parfumées coûteuses car l'électricité restait coupée pour non-paiement. Mes parents et mes frères et sœurs étaient assis en demi-cercle sur les canapés en velours somptueux, arborant des expressions de tristesse soigneusement répétées qui ont semblé s'évanouir au moment où ils m'ont vu debout. Ma mère a immédiatement lancé sa performance en sanglotant dans un mouchoir en dentelle et en gémissant sur le caractère sacré des liens du sang que je menaçais de rompre avec mes actions judiciaires impitoyables. Elle a tendu ses mains tremblantes pour me supplier de ne pas vendre la maison dans laquelle ils nous avaient élevés et a gracieusement proposé de me réintégrer en tant que directrice de la conformité si j'acceptais de régler les dettes impayées immédiatement. Je me suis tenu près de la porte sans retirer mon manteau parce que je voulais qu'ils comprennent que je n'étais qu'une visiteuse dans une maison que je possédais légalement et que je m'apprêtais à vendre. J'ai regardé ma mère avec un détachement froid et je lui ai dit clairement que leurs larmes coulaient pour la perte de leur style de vie luxueux plutôt que pour les années de mauvais traitements qu'ils m'avaient infligés. J'ai sorti un épais dossier de mon sac et je l'ai jeté sur la table basse où il a atterri avec un bruit sourd au milieu des arrangements de bougies élégants. J'ai révélé que j'avais une documentation complète montrant comment ils avaient vidé les comptes de l'entreprise pour soudoyer le procureur local afin d'étouffer les accusations de vol qualifiées de Tristan il y a 3 ans. Tristan s'est recroquevillé dans l'ombre du canapé tandis que je tournais mon regard vers Clarisse, qui était assise tranquillement dans le coin en essayant de paraître innocente. J'ai exposé les journaux de messages imprimés prouvant qu'elle avait couché avec son petit ami du lycée pendant toute la durée de ses fiançailles avec Pierre-Antoine tout en utilisant l'argent de Pierre-Antoine pour financer leur rencontre secrète. La pièce est tombée dans un silence terrifié alors que le poids de leur secret étouffait les derniers vestiges de leur dignité et les exposait comme des imposteurs. Mon père Robert a tenté de se lever pour affirmer son autorité, mais s'est rassis quand il a vu le regard de résolution absolue dans mes yeux. J'ai fait un pas délibéré vers lui pour m'assurer qu'il entende chaque mot de la phrase qui démantèlerait son dernier espoir, je ne reviens pas pour sauver cette coquille vide qu'est cette famille. Je suis venu ici pour annoncer que Pierre-Antoine se tient juste devant la porte ouverte et qu'il a entendu absolument tout ce que vous venez d'admettre. Pierre-Antoine est sorti de l'ombre du couloir où je l'avais positionné avant d'entrer dans la pièce, et son visage était un masque de pur dégoût et de trahison. Il n'a pas regardé Clarisse alors qu'il rompait verbalement leurs fiançailles et exigeait le retour immédiat de la bague en diamant de 3 carats qu'il avait placée à son doigt. Le cri strident de Clarisse a résonné contre les hauts plafonds alors qu'elle réalisait que son ticket pour un avenir riche venait de franchir la porte pour toujours. J'ai tourné le dos à la cacophonie de reproches et de pleurs pour sortir dans l'air frais de la nuit pour la toute dernière fois, sachant que j'étais enfin libre. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit fatidique, et la justice a finalement été rendue de la manière la plus brutale que la réalité puisse offrir. L'empire autrefois prestigieux de Vallée Logistique International s'est complètement effondré sous le poids de sa propre corruption et a été vendu aux enchères pièce par la banque la semaine dernière pour rembourser les énormes privilèges fiscaux. Je me tenais au fond de la salle des ventes, regardant des inconnus enchérir pour des miettes sur le mobilier de bureau et les camions de transport pour lesquels j'avais autrefois travaillé si dur. Le bâtiment dans lequel mon père se pavanait comme un roi est maintenant dépouillé et barricadé en attendant une démolition complète par les nouveaux propriétaires. Mes parents vivent actuellement dans un modeste appartement d'une chambre à la périphérie de la ville, où le papier peint qui s'écaille est un rappel quotidien du luxe qu'ils ont gaspillé. Ils passent leur journée à se disputer assez fort pour que les voisins les entendent, tout en se rejetant la faute de leur chute parce qu'aucun des deux ne peut accepter que leur arrogance en était la véritable cause. Tristan purge actuellement une peine de 2 ans dans un établissement correctionnel d'État parce qu'il a été assez insensé pour être pris en train de voler des actifs de l'entreprise après l'ordre de saisie fédérale. Il pensait pouvoir se faufiler dans l'entrepôt pour prendre le câblage en cuivre et l'équipement informatique afin de les vendre pour de l'argent rapide, mais la police judiciaire surveillait déjà la propriété. Il n'est plus le jeune homme arrogant qui se moquait de moi sur la photo de famille, mais simplement le détenu numéro 409 qui passe ses journées à nettoyer la cafétéria. Ma sœur Clarisse a subi l'humiliation publique la plus totale car la haute société qu'elle a désespérément essayé d'impressionner l'a complètement exilée pour son comportement frauduleux. Elle travaille actuellement de longues journées dans un salon de manucure local pour rembourser ses dettes de carte de crédit, et elle doit servir les femmes même qu'elle méprisait autrefois. Je suis passé devant la vitrine du salon la semaine dernière et je l'ai vue à genoux en train de frotter les pieds d'une cliente avec un regard de défaite totale sur le visage. J'ai depuis ouvert mon propre cabinet de conseil spécialisé dans la conformité du transport équin et je me réveille enfin chaque matin dans une maison remplie de paix au lieu d'exigence. Je n'ai pas eu besoin de leur argent ou de leur approbation pour réussir parce que ma valeur n'a jamais été liée à leur validation.
J'ai construit une vie qui est authentiquement la mienne et je dors profondément en sachant que les personnes qui ont essayé de me briser n'ont finalement réussi qu'à se briser elles-mêmes. Avant de terminer l'histoire aujourd'hui, ne passez pas à la suite, car il y a une leçon cruciale ici que nous devons discuter. Cette histoire illustre que le vrai pouvoir dans une dynamique familiale ne vient pas du fait d'être la personne la plus bruyante de la pièce ou celle qui porte les vêtements les plus chers. Le vrai pouvoir appartient à la personne qui détient la compétence et l'indépendance financière pour s'en aller lorsqu'elle est maltraitée. Camille nous enseigne que fixer des limites avec des membres de la famille toxique n'est pas un acte de cruauté, mais un acte nécessaire d'auto-préservation. Vous n'êtes jamais obligé de vous immoler par le feu juste pour garder les autres au chaud, même si ces personnes sont vos parents ou vos frères et sœurs. Lorsque vous permettez aux gens de vous manquer de respect sans conséquence, vous leur apprenez essentiellement comment vous traiter. Je veux entendre votre perspective honnête sur la situation parce que c'est sans aucun doute un sujet controversé pour de nombreuses familles. Si vous étiez à la place de Camille, seriez-vous sorti de la photo immédiatement ou auriez-vous d'abord essayé d'avoir une conversation? Pensez-vous que sa vengeance est allée trop loin ou que sa famille a eu exactement ce qu'elle méritait? S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous parce que je les lis toutes.